Bonjour à tous. Alors, je crois que ça y est, nous sommes en direct pour cette conférence Réussir son départ en expatriation. Bienvenue à vous. On va être ensemble pendant une petite heure. Je vous conseille de couper pour l'instant vos emails, de couper votre téléphone, de rester bien concentré. Ça va aller assez vite, mais je voudrais vous passer pas mal d'infos, pas mal d'astuces, pas mal de conseils, et je voudrais que vous soyez concentrés là-dessus pendant le temps où nous sommes ensemble. Alors, je m'appelle Isabelle Goyon, je suis coach, j'accompagne les expatriés depuis 2009 maintenant, presque 8 ans. Les expatriés pour les aider à mieux s'adapter, plus vite s'adapter en poste, préparer leur expatriation, prendre toute la mesure de leur poste, de leur équipe, de éventuellement la nouvelle entreprise dans laquelle qu'ils intègrent. J'accompagne également les conjoints pour construire un nouveau projet en expatriation. Et puis, j'accompagne aussi les équipes à l'interculturel, mieux communiquer, mieux travailler ensemble, être plus efficace avant le retour d'expatriation qui arrive régulièrement pour mes clients. Voilà, vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que vous préparez votre expatriation pour cet été, peut-être pour la rentrée. En général, l'expatriation se passe dans les mois d'été parce que quand ce sont des familles, il y a les enfants à scolariser, etc. Donc le grand mouvement, la grande transition se fait à peu près à cette période. C'est une période assez mouvementée, mais passionnante, très excitant. L'expatriation, c'est un moment aussi très excitant. C'est un moment de découverte. C'est un moment où on va pouvoir changer de vie. Et souvent, c'est un vrai moment, même si c'est un vrai challenge. Et il y a quelques écueils que je vais essayer de vous éviter dans cette prise de poste en expatriation. Alors, si vous êtes là, donc c'est que vous êtes en expatriation, vous pouvez être soit le collaborateur expatrié qui va prendre un nouveau poste, que ce soit dans votre entreprise ou dans une nouvelle entreprise en mobilité externe, ou alors vous pouvez être le conjoint accompagnateur. Et dans ce cas-là, vous avez peut-être arrêté tout simplement votre emploi. Vous êtes en rupture de carrière, comme on dit, pour accompagner votre conjoint et vous souhaitez bien vous adapter, gérer la transition et éventuellement revenir à l'emploi, retrouver un emploi ou vous recréer vous-même une activité ou un emploi quand vous serez en poste. Dans tous les cas, je vais vous donner quelques astuces et quelques conseils ici. Donc, réussir son départ en expatriation, on va y aller. Que vous soyez conjoint ou que vous soyez collaborateur, vous allez voir l'adaptation en poste, l'organisation, l'anticipation des enjeux, des écueils, des difficultés, etc. que vous pouvez avoir vont être à peu près les mêmes. Une fois arrivé en poste, effectivement, il y a des choses pour le collaborateur qui vont tenir plus du management interculturel et qui vont tenir plus de compétences interculturelles individuelles, personnelles pour le conjoint qui reste à la maison. Mais ces compétences vont être les mêmes et les astuces sont les mêmes surtout. Quels sont les enjeux du départ en expatriation? Bien souvent, les raisons pour lesquelles vous partez en expatriation, c'est pour le manager un véritable attrait pour la carrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hauts potentiels, les managers qui font une belle carrière dans les grandes entreprises internationales, multinationales, sont amenés à être envoyés en expatriation comme une promesse de débouchés ultérieurs, de développement de ses compétences, de visibilité, etc. On part en expatriation, diriger un service, diriger une unité, diriger une région, avant de revenir un peu plus tard au siège. Les enjeux sont délicats parce que si effectivement la promesse de développement de compétences est tenue, en général, à l'étranger, on développe vraiment ses compétences, on développe son autonomie, son leadership, on est plus en représentation, on ose prendre la parole, on est dans des réseaux plus importants. Finalement, au retour, si l'expatriation n'est pas bien préparée, l'espérance et la promesse du tremplin pour la carrière, la promesse d'un très beau poste dans la même entreprise est souvent mal tenue, mal exaucée, et on se rend compte que beaucoup de collaborateurs finalement vont démissionner, vont chercher un autre poste, vont changer d'entreprise après l'expatriation, au retour. Donc ça, c'est un peu l'écueil
Et l'enjeu, même si vous pensez que l'enjeu pour vous c'est une carrière, une belle carrière dans l'entreprise, souvent l'expatriation sera une belle carrière hors de l'entreprise et dans diverses entreprises. Pour le conjoint, les enjeux de l'expatriation, c'est la rupture de carrière, c'est la rupture de réseau, c'est changer ses habitudes et surtout ne quitter son job. Et là, il y a une vraie difficulté parce qu'à la fois, on a envie de découvrir autre chose, on a envie de se consacrer à sa famille, on a envie effectivement de soutenir la carrière de son conjoint, on a envie de changer de rythme parfois, on a envie d'avoir plus de temps pour soi, de moins courir, de moins avoir l'impression de vivre vraiment bêtement et de jamais avoir de temps pour soi. Ce qui se passe en expatriation, c'est que cette rupture est difficile, on perd confiance en soi, etc. Et on va se retrouver en charge de toute la gestion de la famille. Suivant les pays, on va devenir chauffeur pour les enfants, organiser une véritable PME avec le personnel à la maison, ou être dans des embouteillages monstres, ou dans des villes qui sont encore plus rapides que celles qu'on a quittées. Et finalement, on se rend compte qu'on n'a pas de temps du tout à soi. C'est-à-dire que non seulement on ne travaille plus, on n'a plus de revenus, on n'a plus de statut social, etc., mais on n'a pas plus de temps pour soi. Donc, les enjeux là, c'est vraiment d'utiliser cette expatriation quand on est conjoint et qu'on quitte son emploi, d'utiliser cette expatriation pour vraiment changer de vie et trouver le rythme de vie et l'activité qui nous convient à nous. C'est vraiment une opportunité de devenir quelqu'un d'autre et de se créer une nouvelle vie, une autre vie avec un autre rythme, avec d'autres intérêts, avec une autre façon de faire et de ne pas se laisser dans les écueils de l'expatriation pour le conjoint. Alors, vous partez en poste. Moi, je suis partie en poste aussi en conjoint accompagnateur et puis j'ai recréé aussi, je suis entrepreneur, donc je recrée à chaque fois que je pars. Je suis partie au Gabon, je suis partie aux Pays-Bas. Je recrée à chaque fois mes réseaux, mon business, ma clientèle, mes contacts, etc. Même si c'est de plus en plus worldwide, et mes clients sont aujourd'hui partout dans le monde puisque je travaille beaucoup en ligne. Mais malgré tout, à chaque fois, il faut recomposer, recréer, se refaire connaître, etc. dans son environnement local. Donc, partir en poste, organiser la transition, se réinstaller. Et puis professionnellement repartir pas à zéro mais recréer quand même un business, c'est quelque chose que je connais bien. C'est quelque chose que je connais bien évidemment aussi au travers de mes clients puisque j'accompagne beaucoup d'expatriés et beaucoup à la transition et la plupart sont très heureux de partir, sont très excités à l'idée de partir, ont plein d'ambitions, ont plein d'idées, sont prêts à vraiment développer tout leur potentiel. Je parle vraiment de développement de potentiel parce que c'est une vraie occasion de développer son potentiel. Mes clients sont vraiment très heureux de pouvoir développer enfin tout leur potentiel. Et puis, à l'arrivée, il y a quand même une difficulté, il y a quand même un grand choc culturel qui comporte, le choc culturel comporte plusieurs aspects. On va en parler. Et si ça se passe mal dans les 3 à 6 premiers mois, finalement l'expatriation, le développement du potentiel et la réussite de l'expatriation ne vont pas se faire. Il y a 40% des expatriations qui sont avortées. C'est-à-dire que les gens rentrent avant la fin initialement prévue. Essentiellement dû à un problème de préparation et d'adaptation, soit du collaborateur, soit de la famille. Et moi, j'ai accompagné inversement, j'ai accompagné les deux cas. C'est-à-dire que j'ai accompagné des managers qui me disaient c'est super ce qu'on fait, le travail qu'on fait d'adaptation culturelle, de management interculturel, de développement de compétences managériales, etc., de leadership. Et vraiment, je me sens à l'aise dans mon poste aujourd'hui. Mais mon conjoint va pas du tout. Et mon conjoint n'arrive pas du tout à s'adapter. Quand je pars, ma femme pleure. Quand je rentre, elle pleure aussi. Elle supporte pas la vie ici. Elle n'arrive pas à trouver un job, etc. On va devoir rentrer. C'est pour ça que l'expatriation, c'est un projet global. A contrario, j'ai travaillé avec des conjoints qui vraiment utilisaient cette période
pour reconstruire un projet qui soit plus aligné sur leurs valeurs, sur leurs envies, on change aussi d'envie, ce qu'on a fait à 20 ans, 25 ans, 30 ans, le métier dans lequel on s'est lancé à la sortie de ses études, des fois à 40 ans ne correspond plus à ses valeurs, à ses envies, à ses motivations. Donc l'expatriation pour le conjoint et la rupture de carrière pour le conjoint, c'est aussi une formidable opportunité de recréer, de réinventer une nouvelle carrière, un nouveau job. Et parfois, j'ai travaillé avec des conjoints donc qui étaient très heureux de reconstruire cette nouvelle activité, un nouveau projet professionnel, mais qui, au bout de 6 mois, me disaient, voilà, je viens de démarrer ce projet, je viens de créer ce projet, mais on va pas pouvoir rester parce que mon mari, dans son entreprise internationale, est au bord du burn-out. C'est extrêmement compliqué, ils ont une pression d'enfer, il y a du harcèlement, ils n'arrivent pas à communiquer, etc. Et là, on est à chaque fois dans un problème de couple. C'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que j'appelle mon entreprise Global Coaching for Expat. C'est que l'expatriation, c'est un projet global. Et si vous avez un côté qui fonctionne et l'autre pas, le projet d'expatriation ne fonctionnera pas, sera un échec. Vous ne pouvez pas sacrifier un aspect personnel ou professionnel. Les deux sont parfaitement imbriqués dans l'expatriation et il faut vraiment travailler sur tous les fronts pour que l'expatriation soit un succès pour tout le monde. Donc vous partez en poste, posez-vous ces questions déjà de pourquoi vous partez en poste et si vous partez en famille, pourquoi en couple ou en famille, pourquoi vous partez l'un et l'autre, quels sont vos objectifs. Parce que donc les écueils de l'expatriation, on en a parlé un petit peu, il va y avoir le choc culturel, il va y avoir le nouveau pays, les couleurs, les sons qui sont pas les mêmes, une langue qui parfois est différente et que vous ne comprenez pas. Moi, quand je suis arrivée aux Pays-Bas, dans la rue, tout le monde parle néerlandais. Je m'attendais à avoir un pays un peu anglophone parce qu'on m'avait dit que tout le monde parle anglais. Mais en fait, c'est un pays néerlandophone, évidemment. Et donc, dans la rue, dans les transports en commun, dans les magasins, etc., même si tout le monde parle anglais quand vous leur demandez, vous êtes baigné en permanence toute la journée dans une langue que vous ne comprenez pas. Et au début, le choc peut être plus ou moins difficile de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Tout m'échappe. Je n'ai aucun repère. Je ne sais pas de quoi je parle. Je ne comprends pas les panneaux dans la rue. Ça, c'est le premier choc. En entreprise, il va y avoir le choc aussi des valeurs différentes, des façons de communiquer différentes, des façons de gérer la hiérarchie différemment, etc., de prendre des décisions différemment. Et ça, c'est vraiment un problème culturel. Ensuite, vous avez le problème logistique, le déménagement, le changement, l'administratif, le juridique, tous ces papiers, tous ces paperasses, tout cet administratif qui va être extrêmement compliqué. Suivant l'endroit où vous partez, vous allez peut-être recevoir vos containers, votre container et votre déménagement 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après votre arrivée, ça arrive. Est-ce que vous avez un logement ou pas? Est-ce que vos enfants sont inscrits à l'école? Comment ça se passe pour l'inscription à l'école? Comment vous résiliez vos abonnements en France si vous partez de France? Tout ça est un vrai casse-tête et peut devenir vraiment l'horreur. Vous allez vous arracher les cheveux avec ça et ça vous prend énormément d'énergie. Ensuite, vous avez donc la rencontre avec vos collaborateurs. Quelles sont les attentes de l'équipe en poste? Souvent, il y a un décalage entre les attentes du siège, pourquoi on vous envoie dans ce poste, et puis quelle image on vous a donné du poste, les difficultés, les besoins en développement, qu'est-ce que vous devez faire évoluer dans ce poste, etc. Et puis, ce qui se passe en réalité sur place. Vous allez arriver parfois à la tête d'une équipe de collaborateurs qui eux sont là depuis 25 ans, ont déjà passé 3 ou 4 propriétaires différents, sont sur des process ou des procédures qui datent parce que eux ils n'ont pas mis à jour, ils sont toujours sur la façon de fonctionner de quand ils sont arrivés. Et puis ils voient passer les expatriés les uns après les autres, tous les 2, 3, 4 ans. Et puis eux, ils font ce qu'ils savent faire. Ils sont très sûrs d'eux là-dessus. Et effectivement, c'est eux qui font tourner la boîte très souvent. Donc là, il y a un ajustement aussi entre les attentes qu'on vous a données au départ, les enjeux qu'on vous a donnés au départ, et puis ce que vous allez trouver sur place et comment vous arrivez à lier tout ça avec aussi vos enjeux individuels, personnels, de développement professionnel à vous. Ensuite, vous partez en famille, vous partez avec des enfants, peut-être. Et là, il y a quelque chose aussi à gérer, comment les enfants vivent. Alors, on se dit, les enfants s'adaptent à tout. Oui, ils s'adaptent à tout. On se rend compte qu'il y a quand même plus de problèmes à l'adolescence avec les enfants expatriés que avec les enfants qui sont plus sédentaires. Ce sont des enfants qui peuvent être plus inquiets,
qui ont une vraie opportunité de développement, de découverte culturelle, d'apprendre les langues, de réagir, de gérer bien l'incertitude aussi. Parce que l'expatriation, c'est ça, c'est apprendre à gérer l'incertitude. Et ça fait des enfants plus créatifs, plus adaptables en grandissant. Mais c'est aussi, ça peut être aussi une grande souffrance pour eux, une grande difficulté. Ils sont en rupture de leur réseau, de leurs copains, de leurs habitudes, etc. Suivant les pays dans lesquels ils vont peut-être perdre en autonomie, alors qu'à l'adolescence, c'est vraiment l'âge où ils ont besoin de sortir du foyer, de développer leur autonomie. Donc ça peut un peu grincer des dents là-dedans. Comment on accompagne ces enfants? Comment on accompagne les enfants petits, les adolescents? C'est quelque chose, c'est une vraie question à se poser. Et puis votre conjoint, le conjoint effectivement, lui va avoir aussi des envies, des besoins, des frustrations parfois, parce que l'équilibre dans le couple change dans l'expatriation et que le conjoint ne s'y retrouve pas. Et autant dans la phase de transition, dans le premier mois, on va dire dans les 3 premiers mois, la vraie phase d'installation de transition, on fait un peu comme on peut. Et c'est celui qui est le plus disponible qui va prendre en charge les dossiers, l'administratif, les choses urgentes à faire, etc., le quotidien, ou la famille, etc. Autant au bout de 6 mois, il faut quand même se poser la question en couple de quelle est la charge de travail de l'un et l'autre, quel est le niveau de stress de l'un et l'autre, quel est le niveau de frustration de l'un et l'autre. Alors ça peut être le conjoint accompagnateur qui lui est en rupture de carrière et qui à un moment donné va être dans une vraie frustration et ne pas se retrouver dans un rôle de femme au foyer. Je dis femme parce qu'à 90% ce sont des femmes qui accompagnent leur conjoint expatrié. Donc, il ne va pas se retrouver dans un rôle de femme au foyer à s'occuper de l'administratif, des papiers de la maison et des sorties d'école. Mais le conjoint aussi, ça peut être le collaborateur qui se retrouve avec une pression importante, qui va être en déplacement souvent et qui a une vraie pression globale parce qu'il a une pression au boulot, il a une pression interculturelle difficile avec une équipe qui se comprend pas forcément, avec des enjeux qui sont pas toujours clarifiés avec le siège. Et puis en même temps, il a du coup une vraie responsabilité de la famille, c'est-à-dire que la famille l'a accompagné pour le soutenir dans cette carrière, etc. Et souvent, il y a beaucoup de non-dits là-dedans, il y a beaucoup de déni, on ne veut pas en parler parce que le sentiment de responsabilité est trop fort. Parlez-en, soyez clair et honnête avec ce que vous ressentez, avec ce que vous pouvez faire l'un pour l'autre aussi dans cette expatriation. Pour équilibrer au mieux et ne pas accentuer les frustrations. Parce que sinon, au bout de 6 mois, 1 an, vous allez avoir un vrai problème et une vraie question qui est est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part? Est-ce qu'on s'en va, hein? C'est ça la question au bout d'un moment. Voilà, donc vous voyez le nœud que vous allez gérer à l'arrivée, enfin dans la transition entre l'administratif, le technique, l'affectif, les amis, le boulot, etc. C'est ça a de quoi rendre fou. Ça en rend fou certains. Pour la plupart, on se rend pas compte sur le moment, donc le début passe bien, on est un peu dans l'excitation du début, dans l'excitation de la découverte aussi, on va voir ça, dans la lune de miel, ce qu'on appelle la lune de miel. Donc des fois ça met un peu plus de temps, c'est un peu plus sournois, mais souvent on vient à ce moment-là quand même de se dire au secours. Alors la première chose, comment faire? Le premier conseil que je vous donne, c'est vraiment d'affronter les difficultés au fur et à mesure que vous les rencontrez, de ne pas mettre la tête dans le sable et de se dire on verra bien sur place, je verrai, je vais me débrouiller, ça va aller. Non, anticipez les difficultés, préparez-vous vraiment dans tous les aspects de cette expatriation, mettez les choses noir sur blanc, n'ayez pas peur d'en parler. Parce que plus vous serez préparé et plus ce sera facile de sortir des situations compliquées qui ne manqueront pas d'arriver. Soyez clair sur les raisons de votre départ, vraiment ne vous faites pas d'illusions, mais soyez très clair sur ce que vous voulez trouver, parce que les turbulences de l'expatriation, c'est le rythme, vous savez, le nez dans le guidon qu'on a déjà dans son boulot classique ou dans sa vie au départ chez soi dans son pays d'origine, multiplié par 100.
C'est-à-dire que le rythme s'accélère, les découvertes sont quotidiennes, le malaise est quotidien aussi parce qu'on ne trouve pas, on ne sait pas comment faire, on n'a pas d'habitude, on n'a pas de repères, etc. On ne comprend pas les gens en face, on ne sait pas comment communiquer. Et donc, ce sentiment d'avoir le nez dans le guidon et de ne pas maîtriser, etc., est encore plus fort en expatriation. Vous allez voir que 2 ans, 3 ans, vous allez les passer, les voir passer sans les voir passer, justement. Ça va à une vitesse terrible. Et si vous n'êtes pas très très clair et si vous n'avez pas planifié, anticipé vraiment ce que vous attendiez de cette expatriation, ce que vous voulez y trouver, eh ben vous ne le trouverez pas et vous n'en ressortirez pas ce que vous y attendiez. Souvent, on y va pour la découverte culturelle, pour se confronter à un autre monde, pour sortir aussi de sa petite routine, de son train-train. Pour offrir une ouverture culturelle à ses enfants, ça c'est quelque chose d'important, pour faire évoluer ses compétences et sa carrière, que ce soit dans une mobilité, dans une reconversion ou dans un développement au sein de son entreprise et de son entreprise internationale, et puis pour un rythme de vie différent aussi, pour échapper un peu aussi au métro, boulot, dodo. On en parlait de la routine. Ça, si vous n'êtes pas très clair là-dessus, la découverte culturelle, vous allez rester dans votre petit milieu expatrié parce que c'est plus facile et puis que ça se fait comme ça, on se fait happer dès le départ et puis finalement on voit 3 collègues et puis 2 amis qui sont de la même origine que nous. Les compétences, si on reste uniquement au premier niveau de relations interculturelles, etc., les compétences, on va pas tellement les développer finalement, parce qu'on va vite bloquer, se dire non, ça marche pas, ici ils pensent pas pareil, ils font pas pareil, donc ça marche pas, c'est pas grave, j'attends la suite, j'attends mon prochain poste et puis on verra, je ferai mieux ailleurs. Ça c'est pas vrai. Si vous développez pas vos compétences tout de suite et si vous faites pas vraiment cet effort-là de prendre du recul sur vos compétences, sur votre leadership, sur votre management et de voir comment vous pouvez le faire évoluer, vous ne le ferez pas ailleurs. Et puis un rythme de vie différent. Posez-vous vraiment la question. Je repose la question aux conjoints expatriés. J'ai vu tellement de conjoints qui disaient on est parti pour avoir enfin du temps pour soi, pouvoir faire autre chose, gérer le temps autrement. Et puis finalement, on n'a absolument pas de temps pour soi. On court après les rendez-vous, on est encore le nez dans le guidon et toujours dans les urgences. Et puis à servir tout le monde et finalement à ne pas avoir assez de temps pour faire ce qu'on a envie de faire soi-même. Alors, beaucoup de choses se sont débloquées. Oui, j'ai un petit témoignage aussi sur dans l'accompagnement à l'expatriation, dans l'accompagnement de cette transition. Moi, je fais beaucoup de programmes aussi d'accompagnement à la transition et à l'adaptation, juste ces premiers 3 ou 6 mois. Beaucoup de choses se sont débloquées. J'ai pris aussi conscience de tout le négatif emmagasiné ces dernières semaines et je travaille sur le positif. Vous allez voir que, on va en parler après, une des choses très importantes dans l'impact de cette expatriation et de cette transition, c'est l'impact sur l'humeur, la confiance en soi, l'équilibre. Sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. Et souvent, dans les premières semaines, dans les premiers mois, on est très négatif. On devient très négatif. Pour ne pas cristalliser sur ce négatif, il faut travailler sur le positif et sur le next step. Qu'est-ce qu'on va faire après pour avancer? Et ça, ce travail-là, c'est un travail qui est très difficile à faire tout seul, mais c'est un travail qu'on fait en coaching et qui est très important pour vraiment prendre du recul, prendre conscience de ses atouts, de ses difficultés, de ce qui bloque et de voir comment on peut faire pour aller de l'avant et dépasser ces difficultés, justement. Alors, une approche globale, j'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi une approche globale? Pourquoi moi j'offre une approche globale qui est une approche à la fois business, management et personnelle en coaching? Parce que je considère que l'expatriation, le départ en expatriation, tout est lié. C'est-à-dire que c'est un choix de carrière pour le manager et la façon dont il va manager, la façon dont il va se positionner par rapport à sa hiérarchie, par rapport au siège, par rapport à l'équipe, l'organisation du temps, la gestion des conflits, la communication interculturelle, etc., est une chose essentielle pour la réussite, mais c'est un choix de couple aussi, et que l'équilibre dans le couple et que les choix et les conversations courageuses qui vont se faire en couple sont aussi importants pour la réussite globale de la mission et de l'expatriation,
que pour le conjoint, s'il n'y a pas d'ajustement, s'il n'y a pas d'adaptation et s'il n'y a pas de nouvelle carrière, on est juste dans une frustration et une perte de confiance en soi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans à se dire mais j'ai un énorme trou dans mon CV et pareil, je suis un profil atypique, mais comment je fais? Comment j'arrive à faire le lien là-dedans? Moi, j'ai l'impression de ne plus savoir rien faire. J'ai l'impression de ne plus pouvoir revenir en entreprise. J'ai l'impression je ne pourrais plus faire une réunion. Je ne pourrais plus suivre le rythme aussi en entreprise. Comment je vais faire? Donc, le conjoint, la confiance en soi, le développement aussi individuel, professionnel et personnel du conjoint est essentiel pour la réussite de la mission. Et je considère d'ailleurs que les entreprises qui envoient des collaborateurs devraient assister aussi le conjoint beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Certaines entreprises le font et le font bien, mais devraient assister et le conjoint être en support du conjoint aussi dans cette transition qui est souvent brutale. Et puis c'est un choix pour la famille, donc effectivement l'équilibre familial des enfants, etc. fait aussi partie de la réussite de l'expatriation. Donc moi j'ai une approche globale. On rentre par le point le plus important, mais au fur et à mesure du travail que je fais avec mes clients, on peut aussi aborder des problèmes du conjoint, de couple, de la famille, des enfants, et comment on fait pour que tout le monde s'y retrouve. Alors, je vais vous donner aujourd'hui, si vous vous retrouvez un peu dans toutes ces difficultés-là et dans ce profil-là, si vous êtes dans cette situation-là, je voudrais juste vous donner dans ce webinaire 6 aspects, 6 étapes clés qui vont vous permettre de structurer un peu, de préparer, d'anticiper les difficultés et d'éviter une bonne partie de stress, d'éviter l'éparpillement, de gagner du temps et de vous adapter en poste plus rapidement et plus sereinement. Voilà. Si déjà vous notez ça, ces six étapes clés, ces 6 aspects, et si vous essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez faire là-dedans et ce que vous ne devez pas rater, je pense que votre expatriation va déjà mieux se passer. Le premier aspect, c'est comprendre l'impact. On en a parlé un petit peu, on va en reparler, le choc culturel. Qu'est-ce que c'est que le choc culturel de l'expatriation? Qu'est-ce que c'est que la courbe du changement, etc. Deuxième aspect, c'est effectivement l'administratif, la logistique, c'est énorme. Voilà, ça fait partie de ce qu'il faut anticiper, préparer. Ça n'est pas le tout, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait, et souvent les entreprises offrent un package qui est très financier, juridique, logistique, relocation, déménagement, une partie de la retraite éventuellement, des primes, l'inscription à l'école des enfants, etc. Et puis c'est tout. Alors d'abord le package administratif n'est pas complet souvent, et puis ça n'est pas suffisant pour réussir son expatriation, loin de là. Troisième aspect, c'est un aspect personnel, soi-même. Qu'est-ce qu'on veut dans cette expatriation, soi-même individuellement, et puis en couple, et puis vis-à-vis des proches, et puis professionnellement, et puis en développement, etc. C'est important. C'est le quatrième aspect. Quelles compétences professionnelles on va vouloir développer? Quel sens ça a dans votre carrière? Quel sens cette expatriation peut prendre dans votre parcours? Que vous soyez collaborateur expatrié ou que vous soyez conjoint en rupture. C'est-à-dire que même si vous quittez votre poste pour suivre votre conjoint, cette expatriation peut avoir du sens dans votre parcours. Et vous devez trouver le fil rouge de vos motivations, de vos talents, ce que vous avez toujours aimé faire et comment développer ça. Alors, en expatriation, le conjoint, dans beaucoup de pays, ne peut pas travailler. D'ailleurs, il n'aura pas de visa de travail. Mais ça peut être aussi faire du bénévolat, de l'associatif, de créer une entreprise, de se former, de créer une activité nomade aussi en ligne. Les conjoints accompagnateurs créent de plus en plus d'activités nomades. Et on a aujourd'hui les moyens de le faire, les outils pour le faire. Ça peut être donc un bon moment aussi pour repartir en formation, refaire un master, refaire un MBA. Il y a beaucoup de formations à distance aujourd'hui, en ligne, qui peuvent se faire entièrement en ligne. Il y a des validations d'acquis d'expérience et on peut le faire quand on est expatrié aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir pour développer ses compétences professionnelles et c'est pas seulement en poste. Il y a le relationnel, comment travailler ses réseaux, comment développer ses réseaux, comment aller à la rencontre des gens, développer ses réseaux
professionnelle et personnelle quand on arrive en expatriation. Et puis, le sixième, c'est booster sa carrière. C'est maintenant qu'on a développé un peu ses compétences, etc. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on monte la marche? Et l'expatriation est vraiment une occasion de monter une marche très haute ce qu'on n'aurait pas pu faire si on était resté en poste. Pour les collaborateurs, on voit pas mal de collaborateurs expatriés qui deviennent directeurs généraux, par exemple, d'une société à l'étranger ou d'une unité à l'étranger, d'une filiale, qui n'auraient jamais été directeurs généraux en France. Parce que trop de monde, parce que pas le bon parcours, pas les bonnes écoles, etc. Et ce passage à l'étranger peut vraiment être un vrai tremplin pour revenir et devenir directeur général d'une entreprise, voire même de son ancienne entreprise en France. J'en ai vu. Pour le conjoint, souvent je rencontre des conjoints qui me disent bon bah j'ai arrêté, etc. Je vais essayer de trouver un petit job. Je vais faire alors évidemment le français langue étrangère, etc. Pour certains c'est un vrai métier et c'est une vraie vocation. Pour d'autres c'est considéré comme un petit job. Ne vous lancez pas dans un petit job, essayez au contraire d'être très ambitieux. Et quand on revient aussi, pour les conjoints qui ont eu la chance de se mettre en disponibilité, quand on revient après 2 ans, 3 ans, 4 ans de disponibilité, on se dit bon, bah, je vais revenir dans mon job, mais c'est vrai que je connais plus la moitié de l'équipe, c'est vrai que maintenant j'ai plus le même rythme, j'ai plus envie de travailler autant, puis je suis moins jeune, bon, je vais peut-être pas avoir le même niveau au retour. C'est pas grave, j'aurai un niveau un petit peu en dessous, mais c'est pas grave. Non, vous pouvez aussi être plus ambitieux que ça et monter une marche et vous dire tout ce que j'ai appris en expatriation, cette capacité d'ajustement, d'adaptabilité, de flexibilité, cette ouverture sur d'autres cultures, les langues étrangères que j'ai appris, des méthodes de travail plus diversifiées, etc., sont une bonne occasion, sont des choses à valoriser au retour aussi. Même quand vous avez été en disponibilité et que vous voulez reprendre votre poste, soyez plus ambitieux et soyez plus exigeant au retour, avec vous-même et avec les autres. Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire. Booster sa carrière, un booster pour sa carrière, c'est un aspect important d'expatriation. Et vraiment, j'insiste pour que vous soyez particulièrement ambitieux et exigeant sur la suite de votre carrière. Alors, si on reprend rapidement ces 6 aspects-là sur l'impact, vous connaissez sûrement le choc culturel, la courbe du choc culturel pour les expatriés. Alors, c'est une courbe en 2D, effectivement, c'est plus complexe que ça. Certains disent c'est plutôt en spirale, on revient un petit peu sur certains aspects. Effectivement, il peut y avoir des allers-retours. Mais globalement, c'est quand même ce qui se passe, c'est-à-dire que la première partie, les premières semaines, on est dans la lune de miel, dans la découverte, on est à l'hôtel, on a loué un Airbnb, le temps de trouver un logement, etc. On visite. On voit les bons côtés. Moi, quand je suis arrivée à La Haye, on avait les petits restaurants sur la plage, les surfeurs qui passent, une belle arrière-saison. C'est très agréable. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte, alors dans la prise de conscience des écarts, au bout d'un moment, on se rend compte que les vacances sont finies, mais on ne va pas rentrer chez soi, on va rester là. Donc, le côté palmier sympa, très très exotique, ou alors très riche culturellement, très dynamique business, etc., très en avance sur certains points par rapport à son propre pays. Finalement, on s'y retrouve pas tellement. On ne sait pas très bien comment fonctionner dans ce milieu-là au quotidien. C'est bien pour les vacances, c'est bien quand on se sent étranger, mais quand on se dit il faut que je m'intègre maintenant, il faut que je vive là et ça va être tous les jours comme ça, on prend conscience des écarts culturels, de fonctionnement, de communication, etc. Et là, ça devient un peu la panique. On dit moi je suis pas du tout adaptée à cet environnement-là, je sais pas comment faire. Ça me plaît pas d'ailleurs, ils m'énervent. Je suis pas d'accord avec leur façon de faire, je suis pas d'accord avec leur façon de penser. Et puis si je dois être d'accord avec eux, ça veut dire que moi je m'étais trompée ou que j'ai pas les bonnes valeurs et donc ça ne me convient pas. Et donc là, on est plutôt dans la désorientation et l'inconfort. La désorientation et l'inconfort, c'est vraiment ce tiraillement qu'il y a entre des valeurs, des croyances, des repères qui sont très différents. Et quand on a construit sa communication, son travail, ses relations,
le sens de sa vie sur certaines valeurs, c'est très difficile d'accepter et d'admettre que d'autres gens vivent très bien et ont de très bons résultats avec des valeurs opposées. L'adaptation, la compréhension interculturelle est très importante à cette étape-là. Comprendre comment fonctionnent les gens, sur quelles valeurs ils s'appuient et quels sont leurs modes de communication, etc., est une phase importante de l'adaptation interculturelle, mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire que comprendre mentalement, intellectuellement comment ça se passe, n'est pas suffisant pour vraiment s'adapter. Après, il faut travailler sur son propre développement personnel. Qu'est-ce qu'on va garder de ses propres valeurs? Qu'est-ce qu'on va garder de sa propre histoire? Qu'est-ce qu'on a envie de défendre? Et puis, qu'est-ce qu'on va laisser aussi? On est obligé d'évoluer. On est obligé de s'adapter. On est obligé de changer et de se transformer. Et vraiment, dans l'expatriation, on va se transformer. C'est pour ça que le retour d'expatriation est difficile aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on va transformer? Qu'est-ce qu'on va créer? Qu'est-ce qu'on va réduire? Qu'est-ce qu'on va développer? Ça, ce sont des questions qu'on se pose aussi en coaching dans le cadre de l'adaptation interculturelle. Et puis, à ce moment-là, on est à l'étape clé de transformation. Alors là, en général, cette courbe, elle suit la courbe du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross. Donc, quand on est à cette étape en bas de transformation, souvent, on ressent beaucoup de tristesse. C'est plutôt bon signe. Quand on est sorti de la colère et de la peur, en tant qu'expatrié et qu'on arrive à la tristesse, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de faire le deuil de tout ce qu'on ne sera plus, de cette vie que l'on n'aura plus, et qu'on est prêt à intégrer une nouvelle vie, notre nouvelle vie avec d'autres ressources, avec d'autres façons de faire et de mobiliser tout ça et d'adapter tout ça pour créer de nouveaux réseaux, de nouvelles habitudes, mettre en place des projets, etc., pour un épanouissement, une satisfaction et une intégration réussie. Donc ça, c'est vraiment un impact très fort. Et quand on prend conscience de l'impact de cette courbe, alors qui est plus ou moins fort, plus ou moins violent suivant les expatriés, suivant les situations, les pays, l'expérience, l'âge, enfin il y a plein de situations différentes, mais j'ai rencontré aussi des expatriés qui avaient très bien vécu leur première ou deuxième expatriation et qui vivaient très mal, ils ne savaient pas pourquoi, leur quatrième, cinquième, sixième expatriation. Donc c'est intéressant quand même de se poser la question à chaque fois et de se dire voilà où j'en suis dans cette courbe, à quel niveau j'en suis et comment je peux faire pour aller au pas suivant, aller à l'étape suivante. Quel pas je peux faire, quelle action je peux faire pour aller à l'étape suivante. Ça, c'est des choses dont on peut parler évidemment ensemble. Deuxième aspect, donc la logistique. La logistique, c'est le déménagement. Alors évidemment, vous faites plusieurs devis, 2 ou 3 devis, vous voyez les problèmes d'assurance, faites attention aux douanes, vous voyez en fonction de votre statut, tout ça, c'est des choses que vous pouvez voir avec l'entreprise si vous êtes envoyé par une entreprise, avec les agences de relocation, si vous êtes indépendant, entrepreneur, si vous partez tout seul, faites attention à ça, aux différentes possibilités, aux différentes difficultés administratives du déménagement. Ensuite, il y a un problème, donc il y a le problème administratif, faites bien la liste et on a des checklists, vous pouvez en trouver sur le net d'ailleurs, moi j'en ai des assez complètes. Faites un rétro-planning et faites une checklist de tous les abonnements à changer, à annuler, les abonnements à reprendre, etc. Et puis renseignez-vous sur les forums des réseaux sociaux aussi, vous pouvez trouver pas mal d'informations dans les accueils en poste. Sur l'aspect financier, méfiez-vous parce que le coût de la vie est parfois beaucoup plus important qu'on l'avait imaginé et des fois un salaire avec une prime d'expatriation très alléchante peut finalement vous donner un niveau de vie très bas et plus bas que ce que vous auriez eu chez vous. Je rencontre de plus en plus et on rencontre de plus en plus financièrement des expatriés qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts et qui, malgré un beau salaire sur le papier, avec une belle prime d'expatriation, comme il n'y a plus qu'un salaire parce que le conjoint a démissionné et que en expatriation, des fois, les loyers sont extravagants, les écoles coûtent très cher, voilà, il y a des coûts de la vie assez importants. Pareil, sur Internet, vous allez trouver des calculateurs, des estimations du niveau de vie par pays, par ville. Ça fait un peu anticiper un petit peu
parce que l'aspect financier peut être vraiment difficile, et notamment au bout de 6 mois, au bout de 6 mois ou la deuxième année est souvent la plus difficile financièrement en expatriation. Et puis au niveau juridique, faites attention, quand vous avez par exemple, vous êtes en mariage mixte par exemple, avec deux nationalités différentes, faites attention à vos droits d'entrée sur le territoire, les visas de séjour, etc. Ça peut être difficile. Dans certains pays, on demande par exemple que le conjoint, s'il n'a pas la nationalité ou s'il n'est pas européen, etc., paye l'équivalent du billet d'avion pour rentrer dans son pays d'origine. Donc ça peut, suivant le pays d'origine, ça peut coûter assez cher. Si vous vous mariez en poste ou si vous n'êtes pas marié, si vous avez des enfants, etc., renseignez-vous bien aussi sur le droit local, parce que quand vous êtes expatrié dans un pays, vous habitez dans un pays, vous êtes soumis au droit local et au droit de la famille aussi local. Donc renseignez-vous là-dessus. Il y a des conseillers patrimoniaux, juridiques, etc. Dans chaque pays, vous trouverez des conseillers francophones qui pourront vous aider, mais vraiment, ne faites pas l'impasse là-dessus et renseignez-vous. Tout ça, vous pouvez trouver sur les forums, vous pouvez trouver des experts qui vous aideront, ou vous pouvez passer avec moi, ça fait partie du package du coaching accompagnement à l'expatriation, où là, vous avez accès directement à tout mon réseau d'experts et ma boîte à outils pour bien vous informer. Au niveau personnel, donc il y a effectivement qu'est-ce qu'on veut soi, pourquoi on part en expatriation, qu'est-ce qu'on a envie d'y trouver. Et puis vous pouvez faire deux choses pour confronter ça en famille ou en couple. Moi je propose souvent deux choses, c'est en couple de noter chacun séparément, individuellement sur un papier, dans le cas de cette expatriation, qu'est-ce que vous en attendez, et à l'occasion de ce changement de vie, de quoi vous ne voulez plus et qu'est-ce que vous voulez à la place. Voilà. Simplement, vous posez ces deux questions. Vous pouvez faire deux colonnes. Je pars avec toi aux Pays-Bas et dans le cadre de cette nouvelle vie, de ce déménagement, voilà ce que j'ai envie de laisser sur place. Voilà ce que je n'ai plus envie de retrouver là-bas. Et puis voilà par contre ce que j'ai envie d'y trouver. Alors ça peut être dans les modes de communication, dans le fonctionnement quotidien, ça peut être dans les relations à l'extérieur, ça peut être dans les activités que vous faites ensemble, pas ensemble, etc. En tout cas, vous pouvez faire des choix comme ça, de ce dont vous ne voulez plus et ce que vous voulez à la place. Et puis vous confrontez ensemble, vous partagez, vous échangez ça pour voir un peu quels sont vos points communs aussi. Sur quelle base vous allez reconstruire une nouvelle vie commune, sur quelle base vous vous réengagez dans cette nouvelle vie ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie de nouveau, tous les deux, et qu'est-ce que vous pouvez construire comme vie qui puisse vous satisfaire tous les deux. Et puis pour les enfants, alors suivant l'âge des enfants, ça change un peu, mais c'est toujours intéressant de les faire dessiner. Et vous pouvez prendre un grand papier, vous pouvez mettre sur la table, une grande table, un grand papier, où chacun dessine sur un coin de la feuille ce qu'il attend, ce qu'il a envie de voir, ce qu'il a envie de découvrir, la curiosité qu'il a. Si vous partez en Afrique, peut-être que les enfants vont dessiner un éléphant parce que ils sont très curieux et très excités de pouvoir voir un éléphant en vrai. Et puis ce dont il a peur, qu'est-ce qui l'inquiète, qu'est-ce qui le rend triste, qu'est-ce qu'il est triste de laisser, d'abandonner aussi sur place. Vous pouvez demander aux enfants de dessiner comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants, les parents, tout le monde dessine aussi sur les mêmes questions. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, qu'est-ce que j'ai peur de laisser, qu'est-ce que j'ai peur de trouver, et qu'est-ce qui m'inquiète, et qu'est-ce que je suis triste de laisser sur place. Juste ces trois points-là, par exemple. Et puis vous échangez, vous faites tourner la feuille, et puis chacun complète un peu, commente, enrichit. C'est un vrai travail créatif ensemble. Et c'est souvent assez porteur, ça permet aux enfants d'exprimer des choses qui n'ont pas l'espace pour exprimer normalement et pour lesquelles ils n'ont pas forcément les mots d'ailleurs. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez faire, ça va vous prendre 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est suffisant souvent pour faire exprimer ce que les enfants ont besoin d'exprimer et ce que vous-même, vous pouvez exprimer auprès de vos enfants.
Au niveau professionnel, alors valoriser le séjour à l'étranger, c'est évidemment pour le collaborateur de valoriser son expérience managériale, son expérience de leadership, quelle est la stratégie que vous allez adopter, quels sont les réseaux que vous allez développer, quel est votre positionnement par rapport à votre hiérarchie. Ah, excusez-moi, je suis partie. Par rapport à votre hiérarchie, par rapport à votre équipe sur place. Comment vous allez faire, j'en parlais tout à l'heure, comment vous allez faire le lien entre ce pourquoi vous êtes envoyé en poste et ce que vous trouvez sur place et la réalité du terrain sur place, parce que effectivement parfois les attentes sont un peu hors normes, hors de propos, et puis la réalité sur place n'est pas du tout la même. C'est intéressant malgré tout de vous dire je ne vais pas abandonner, je ne vais pas baisser les bras. Je vais essayer de trouver la meilleure solution pour vraiment valoriser ma mission, pour vraiment réussir ma mission. Alors ma mission, elle va pas être forcément comme elle avait été écrite sur le papier, mais moi je vais en faire, je vais me l'approprier et je vais en faire la meilleure mission qui soit et je vais lui donner le meilleur de ce que je peux lui donner. Donc, ça veut dire clarifier vraiment les attentes, les possibilités, les opportunités, les écueils, les difficultés, etc. Et comment contourner ça en vous appuyant sur vos compétences, sur vos talents, sur votre expérience, sur votre richesse, etc. Ça, c'est pareil, vous pouvez pas le faire tout seul, c'est extrêmement difficile à faire tout seul. Vous pouvez le faire en coaching, en mentorat, voilà. Mais ne faites pas d'impasse là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de missions ratées. Et quand je dis mission ratée, c'est qu'il y a plus de 40% de missions qui sont avortées, qui se terminent avant la fin, mais il y a aussi toutes ces missions qui vont au bout, mais où il ne se passe rien. En fait, ce pourquoi on est venu, ben, on n'a pas réussi à le faire, on a abandonné l'idée, mais finalement on reste en poste jusqu'à la fin de sa mission, puis on attend que ça passe. Et ça, c'est aussi terrible pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, pour la légitimité, etc. C'est aussi très très difficile et très négatif. Donc vraiment, il faut faire en sorte de valoriser le séjour à l'étranger, même si on n'est pas tout à fait aligné sur le projet de départ. Et puis construire un nouveau projet, ça c'est plutôt pour le conjoint expatrié, le conjoint suiveur, mais c'est aussi pour certains managers qui à un moment donné peuvent avoir en expatriation une crise de sens ou une crise de la quarantaine, ou de se dire ben voilà, ça fait 15 ans que je fais ça. Et je me pose la question et j'ai plus envie. Finalement, c'est pas pour ça que je m'étais lancée que j'ai fait ces études, c'est pas ce que j'avais imaginé, etc. J'ai pas envie de continuer là-dedans, j'ai pas envie de m'obstiner. Vous savez, c'est la persévération perverse. C'est-à-dire que parce qu'on a fait de grandes études, longues études, parce qu'on a cette expérience-là, on se dit on peut pas perdre le bénéfice de tout ça, donc on va continuer là-dedans. Parce que la perte serait trop importante. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. Donc en fait, la perte est totale. Il vaut mieux changer, il vaut mieux se reconvertir dans ce cas-là. Donc pour les conjoints expatriés, c'est l'occasion éventuellement d'inventer une nouvelle activité, d'inventer un nouveau métier ou d'en trouver un autre, ou de trouver une carrière dans la continuité de ce qu'on a fait. Ça arrive aussi d'être content de son choix et de son parcours. Et donc, pour le manager, ça peut être aussi de faire un choix de reconversion en poste. Le relationnel. Alors, il y a deux sortes de relationnels. Il y a le relationnel avec la famille, les amis qui sont restés sur place, les anciens collègues. Ça, il faut vraiment préparer avant le départ ou au tout début de l'arrivée le lien. Voilà, continuer à partager des choses, à expliquer ce qui nous arrive, à faire découvrir aussi les premiers étonnements, les premières découvertes, etc. Sans en faire trop non plus, parce que les gens n'ont pas envie d'avoir un carnet de voyage toute l'année. Au bout d'un moment, ils vont se lasser un petit peu. Mais de partager, de prendre des nouvelles aussi, de s'intéresser à ce qui arrive dans la vie quotidienne des autres, des gens qu'on a laissés sur place. En tout cas, c'est important de garder des liens. De laisser de la place aux amis aussi. On voit beaucoup d'expatriés qui, du coup, chaque fois qu'ils ont des vacances, retournent faire la tournée de la famille. Et c'est bien, c'est important, mais c'est épuisant. Vous avez aussi besoin de vacances, de vraies vacances en couple, de vraies vacances en juste votre famille, pas uniquement de faire la tournée des oncles, tantes et parents et de dormir sur le canapé parce que vous allez voir que c'est épuisant. Et puis au bout d'un moment, la famille, c'est aussi c'est lourd pour eux aussi
de vous recevoir à 3, 4, 5, 6 des fois. C'est compliqué, ça bouscule tout. Voilà, donc ne vous traumatisez pas là-dessus, ne vous obligez pas à faire cette tournée à chaque vacances scolaires ou à chaque fois que vous pouvez avoir des vacances. Gardez le lien avec les amis, gardez le lien aussi avec vos collègues ou avec certains collègues et gardez le lien avec le siège. Gardez le lien sur LinkedIn, gardez le lien un peu sur Facebook, c'est plutôt LinkedIn dans le professionnel. Continuez à vous informer sur les gens qui bougent, les gens qui passent, les gens qui arrivent, les nouveaux de votre service, par exemple, notamment les ressources humaines, parce qu'on voit beaucoup de managers expatriés qui, au bout de 2, 3, 4 expatriations, des fois 5, 10, 15 ans d'expatriation, reviennent et c'est plus du tout les mêmes personnes au RH, c'est plus du tout les mêmes personnes dans leur service d'origine, on ne sait même plus qui ils sont. Et quand on ne sait plus qui vous êtes, eh ben on n'a pas de place pour vous en général au retour. Donc c'est vraiment important de garder le lien avec le siège, avec vos anciens collègues, avec vos anciens amis. Et puis recréer évidemment des réseaux sur place. Alors comment recréer des réseaux sur place? Il y a des choses évidentes à faire en fonction des cultures aussi, en fonction des pays. Vous n'allez pas travailler de la même façon et pas créer les réseaux de la même façon. Vous n'allez pas vous adresser aux gens de la même façon. Mais globalement, les expatriés sont beaucoup plus directs et beaucoup plus rapides. Vous allez voir qu'il y a une communauté expatriée internationale d'ailleurs dans tous les pays qui se rencontrent vite parce qu'ils savent qu'ils ont peu de temps, qu'ils vont vite repartir et donc ils sont assez. C'est pas rare de rencontrer quelqu'un qui au bout de 5 minutes va vous donner son numéro de téléphone, son adresse, vous inviter à déjeuner ou vous proposer une activité, une sortie la semaine suivante. Ça va beaucoup plus vite que ça ne l'est dans notre pays d'origine et dans notre ville d'origine, dans nos réseaux d'origine. Donc développez vos réseaux, il y a aussi des associations, il y a aussi des groupes. Alors maintenant sur internet, vous avez des meet-up, vous avez des forums, vous avez les réseaux sociaux, etc. C'est très utile aussi. Internation, il y a plein d'associations et plein de groupes qui peuvent vous permettre de vous développer à l'étranger, de rencontrer des gens. Et les business network international pour moi, je fais partie d'un BNI pour les entrepreneurs, par exemple, et ça, c'est worldwide. Vous en avez dans 150 pays dans le monde, peut-être pas tout à fait 150 pays, peut-être une centaine de pays. Voilà. Enfin, vous avez tout un tas de possibilités pour vraiment recréer rapidement un vrai réseau, des vrais réseaux, qui soient à la fois professionnels, mais aussi personnels, amicaux. Dites-vous bien, malgré tout, si ça va très vite, les premières personnes que vous allez rencontrer et dont vous allez être dépendant parfois, parce que vous savez même pas où aller acheter une puce de téléphone, vous inscrire pour avoir l'électricité, etc. Et vous allez être dépendant de certaines personnes qui vont bien vouloir vous aider au début. C'est pas forcément ces gens-là qui seront vos amis. Ça demande un peu de temps, mais au début, essayez de rencontrer un maximum de gens. Ouvrez-vous, allez à la rencontre et vous pourrez vraiment développer votre relationnel et vous aurez plein d'opportunités à partir de là. Et puis booster sa carrière. Donc là, on est vraiment dans développer le leadership, développer ce carnet d'adresses aussi à l'international. Là, vous avez en expatriation la chance de rencontrer des gens de tous les pays aussi, que ce soit dans les entreprises internationales, que ce soit dans les BNI dont je parlais, que ce soit dans les groupes d'expatriés internationaux. Et développer un carnet d'adresses à l'international, ça peut être quand même très intéressant pour booster votre carrière. Ne faites pas l'impasse non plus sur les langues étrangères. Vraiment, prenez des cours. La langue la plus parlée, c'est l'anglais, évidemment. Même si vous devez insister pour avoir une langue de travail d'entreprise, qui soit le français, par exemple, si vous êtes français, et on peut défendre la langue française. C'est très important pour une entreprise française. Il est important de savoir communiquer et d'être crédible dans sa communication, notamment en anglais, puisque c'est vraiment une langue de travail très répandue. Mais la langue du pays aussi, vous pouvez apprendre un peu la langue du pays. Alors en fonction de la difficulté de la langue et de la durée de votre séjour, vous n'allez pas apprendre les mêmes choses, mais faites un petit peu cet effort-là. Vous allez faire un effort aussi au niveau de votre leadership. Vous allez rencontrer d'autres gens. Vous allez prendre la parole. Vous allez être plus en représentation aussi de votre entreprise, de votre compagnie.
Et ça peut être vraiment intéressant. Pour les conjoints aussi, les personnes en reconversion, vous pouvez travailler aussi en bénévolat. Et dans le bénévolat, tout ce qui est ONG, organisation internationale, etc., peut donner vraiment une dimension très intéressante à votre carrière aussi. Le bénévolat démarre parfois, les carrières, les changements de carrière démarrent parfois par du bénévolat bien fait. Avec un vrai engagement. Faut pas avoir peur. On voit beaucoup de gens qui ont souvent peur de s'engager dans le bénévolat en se disant oh là là, mais ça va me prendre tout mon temps, je vais plus trouver de boulot, etc. Non, ça fait partie de votre carrière et ça peut être un vrai booster de carrière. Donc n'hésitez pas à le faire, mais il faut le faire pour de bonnes raisons et il faut que ça ait du sens dans votre parcours, bien évidemment. Voilà. Tous ces postes-là, tous ces aspects-là, ces 6 aspects-là, sont les 6 aspects que vous avez déjà à prendre en compte pour l'instant, pour être sûr de vraiment passer le cap des 6 premiers mois, on va dire. Alors, évidemment, vous pouvez être prêt à réussir tout seul. Souvent, on a, quand on part en expatriation, un peu anticipé ce que je disais, la logistique. Quand c'est en entreprise, il y a un peu de relocation, il y a un peu d'accompagnement administratif. Souvent, il y a des gros cabinets qui vous aident, qui vont vous aider à faire votre déclaration d'impôt et signer le contrat de la maison, du logement ou de l'électricité. C'est pas suffisant. Et souvent, vous verrez que les gros cabinets d'accompagnement, de relocation, etc., restent très généraux et sont très peu adaptés, sont très peu à l'écoute finalement de vos difficultés particulières, de vos difficultés à vous. Donc si vous êtes prêt à prendre du temps et à prendre le risque, surtout que ça ne marche pas, que ce soit un échec, parce qu'il y en a quand même 40% dans le monde, vous pouvez essayer de le faire tout seul. Si vous voulez quand même vous donner un peu plus de chance, vous pouvez aussi accéder à un programme. Moi, je travaille sur un programme expatriation. J'offre un programme expatriation qui est un programme étape par étape. C'est une méthode qui est construite par étape avec tous les pas voilà que vous avez à faire. C'est quelque chose qui a été testé, approuvé de nombreuses fois par mes clients. C'est quelque chose qui s'affine aussi au fur et à mesure. Donc là, vous bénéficiez avec ce programme de toute l'expertise et de toute l'expérience de 8 ans d'accompagnement des expatriés. Donc une méthode étape par étape qui vous permet de vraiment passer la transition plus sereinement, qui vous permet de réduire le temps d'adaptation ou de réadaptation, d'éviter l'éparpillement, les oublis, le stress, et d'être aussi disponible pour aider votre conjoint ou votre famille et de faire de l'expatriation une réussite globale, évidemment. Si vous êtes intéressé par ce programme expatriation, ce programme comprend 6 modules. Un module, ça reprend un peu les modules qu'on vient de voir, les aspects qu'on vient de voir et les étapes clés que l'on vient de voir. Comprendre l'impact du retour d'expatriation ou du départ en expatriation, quitter son pays, ses équipes, ses réseaux, comment faire la transition, comment faire comment dire au revoir, comment passer aussi ses dossiers, comment aussi quitter son poste de manière harmonieuse et de façon propre, on va dire. Préparer les démarches administratives, anticiper la logistique, faire la synthèse des acquis pour l'expatriation ou en expatriation, valoriser ces acquis pour construire un nouveau projet ambitieux et recréer les réseaux à l'arrivée et les bons appuis. Ce programme est en ligne, 100% en ligne, accessible partout, à n'importe quel moment. C'est un programme avec des vidéos, un accès à un portail en ligne, sécurisé, confidentiel, garanti, diversifié. Vous avez des exercices, vous avez des tests, vous avez des webinaires, des vidéos, des modules en ligne, des livrets à télécharger, et puis un accès au groupe privé Facebook pour échanger et partager vos expériences, vos bons conseils. Voilà, c'est un partage d'expériences qui est plutôt intéressant aussi. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais vous faire cette offre pour ceux que ça intéresse, pour les participants de ce webinaire aujourd'hui. Normalement, c'est un programme qui coûte 787 €. On est sur le programme autonomie, c'est-à-dire que c'est un programme où vous faites le programme à votre rythme,
et tout seul en ligne. On ne parle pas d'un programme premium ou individuel avec des séances de coaching individuelles. Pour avoir les accompagnements individuels, il faut que vous me contactiez pour une séance diagnostique. Je ne travaille qu'avec des gens avec qui on a fait cette première séance pour voir si vraiment si vraiment ça match et si vraiment on peut travailler ensemble. Là, on est sur le programme autonomie, donc vous travaillez tout seul. Vous avez les 6 modules avec des exercices à chaque étape. Vous avez votre plan d'action détaillé pour vous organiser au mieux. Vous avez des mailings, des vidéos, des questionnaires, des tests, des fiches, etc. Et ce programme qui coûte normalement 787 €, je vous l'offre aujourd'hui à 467 €, donc c'est moins 40%. 467 € ou 97 € par mois pendant 6 mois. Donc vraiment, c'est une offre là très très accessible pour vous permettre pendant les 6 mois. Donc vous avez accès pendant 6 mois à ce portail et vous avez accès à vie à tous les modules que vous pouvez évidemment télécharger, les livrets d'exercices, etc. Ça vous accompagne vraiment pendant les 6 premiers mois de votre expatriation et ça vous aide à anticiper et dépasser toutes les difficultés et tous les écueils que vous allez rencontrer en expatriation. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo. J'y répondrai évidemment. N'hésitez pas à poser vos questions. Des fois, on bute sur quelque chose, on bute sur un doute, sur une question, sur quelque chose qu'on n'a pas bien saisi. Ou sur lequel on n'arrive pas à prendre de décision et une petite réponse, un petit échange, parfois suffit à débloquer complètement la situation. Voilà, mais c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous retrouverai bientôt pour de prochains webinaires aussi. Je fais régulièrement, presque tous les mois, des webinaires toujours liés à l'expatriation avec des dimensions un peu différentes. Le prochain sera la prise de poste en expatriation. Donc là, on sera vraiment sur les 90 premiers jours, les 3 premiers mois de la prise de poste. On est vraiment sur une dimension managériale à l'international et en interculturel. Voilà, je vous remercie. Passez une excellente journée. À bientôt.